Eric, du coup, d'être avec nous pour ce sujet. Micro-entreprise ou maison des artistes. Bon, on a déjà quelques petites précisions à faire, notamment parce que la maison d'artistes, telle qu'on la comprend quand on n'est pas expert comptable, qu'on n'est pas dans l'administration, nous, c'est un statut. Et en fait, tu vas nous dire qu'en fait, c'est pas un statut. En ce moment, il y a une réforme. On se dit, la maison des artistes va disparaître. Et en fait, je te laisse parler, je te laisse nous expliquer ce qui va se passer et ce qu'il faut bien comprendre. Donc, effectivement, beaucoup de gens confondent plein de choses. Ils confondent des notions qui sont de la fiscalité, du social et du juridique. Et plein de gens disent, moi, je veux être maison des artistes et tout. C'est pas un choix d'être maison des artistes. C'est une obligation par rapport à des textes de loi. Et donc, aujourd'hui, on choisit simplement d'être, soit je dois être micro-entrepreneur, soit je dois être profession libérale. Et quand je suis profession libérale, si j'appartiens à une liste fixée par un organisme qui, dans le temps, s'appelait Maison des artistes ou AGSA, qui donne la liste des activités qui relèvent, et ben on peut jouir ou bénéficier de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Et donc, c'est un régime social, la maison d'artistes. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'on ne devrait même plus parler de maison d'artistes ni d'AGSA, on devrait parler de la sécurité sociale des artistes-auteurs, puisque c'est son nom. Ça s'appelle, il y a un nouveau logo, il y a un nouveau site qui est géré par l'URSSAF. Mais donc, ce qu'on doit faire attention, c'est que quand quelqu'un a une activité, il doit dire, voilà, moi, je voudrais me mettre à mon compte. Se mettre à ton compte, c'est soit je fais une société, soit je me mets en travailleur indépendant. Et ce qu'on dit aussi vulgairement freelance. Parce que le problème de tout ça, c'est du vocabulaire. Hein. Certains disent, mais je ne comprends pas la différence entre entreprise individuelle, entre profession libérale, entre freelance. Tout ça, c'est la même chose. C'est juste du vocabulaire qui est soit le vocabulaire fiscal, le vocabulaire juridique, le vocabulaire commun qu'on utilise dans la vie courante. Donc, la personne se dit, moi, je voudrais me mettre en travailleur indépendant. Et après, on lui dit, mais c'est quoi ton activité? Et selon son activité, si cette activité relève de la liste énumérée par le fisc, parce que c'est une liste, enfin, plutôt pas par le fisc, mais par le Code de la sécurité sociale, qui dit que c'est une activité qui relève de la sécurité sociale des artistes-auteurs, il n'a pas d'autre choix que de prendre un statut d'entrepreneur individuel relevant de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Si son activité ne relève pas de cette liste, il n'a pas d'autre choix, s'il est en régime micro-fiscal, que d'être en micro-entrepreneur, ou s'il est en temps réel, de relever de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant à l'URSSAF. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. D'accord ? Le choix qu'il a, c'est de choisir, c'est est-ce qu'il va être régime micro ou est-ce qu'il va être réel. C'est le seul choix qu'il a dans la fiscalité. Est-ce qu'il va être assujetti à la TVA ou pas assujetti à la TVA s'il est en dessous des seuils? S'il est au-dessus des seuils, il est obligé d'être assujetti à cette TVA. Donc, c'est en ça qu'on fait la différence entre un statut et un régime. Un statut, on le choisit. Un régime, on ne le choisit pas. Je choisis le statut d'être profession libérale ou d'être société. Donc, j'ai choisi le statut que je veux avoir. Les régimes, ils me sont imposés par rapport à des contraintes qui sont dictées par la loi. Ou qui nous laissent le choix de choisir ce régime en disant je choisis d'être au réel, d'être au simplifié, d'être en micro, tout ça, tout. Mais en tout cas, c'est la loi, elle dit voilà, tu as des régimes sociaux, tu as des régimes fiscaux qui s'appliquent à ta condition à toi par rapport à ce que tu es. D'accord. Donc, ça, il faut que ça soit vraiment clair dans la tête de tout le monde. On sépare le fiscal du social, du juridique. Soit on fait partie de la liste qui relève du statut d'artiste, enfin, du régime d'artiste-auteur, et dans ce cas-là, on est affilié à la sécurité sociale des artistes-auteurs, soit on ne fait pas partie de cette liste, et donc du coup, on est en profession libérale. Ouais. Non. Donc, alors, fiscalement, tout le monde relève des BNC, ce qui veut dire bénéfices non commerciaux. Mais du coup, il y a des BNC qui relèvent de la sécurité sociale des artistes-auteurs, et des BNC qui relèvent de l'URSSAF, et des BNC qui appartiennent au régime fiscal particulier, qui est le régime des micro-entrepreneurs. La micro-entreprise, c'est ni un statut, c'est un régime dérogatoire. C'est quelque chose de très particulier, puisque dans la micro-entreprise, on peut trouver des artisans, des commerçants, des prestataires de services, des professions libérales. Ouais, ça, c'est encore une autre. C'est un régime fiscal et social dérogatoire. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on met quelque chose de nouveau d'à part. Les gens peuvent y être, c'est la solution la plus simple qui existe. Maintenant, si ces gens veulent aller là-dedans, ils vont là-dedans. Mais s'ils ne veulent pas aller là-dedans, il faut qu'ils choisissent d'être à l'URSSAF en réel ou artiste-auteur, parce qu'ils sont dans la liste, en réel ou en micro. Ok. Et tu peux nous donner des exemples? La problématique qu'on rencontre aussi, c'est une problématique d'activité. C'est qu'on a des activités nouvelles qui ne sont pas dans la liste des activités préconisées par l'artiste de la GSA. Et du coup, ces gens-là, ils arrivent, ils disent moi, je suis UX, UE, je suis, comment on appelle ça, facilitateur graphique, que des professions que j'entends régulièrement parler sur les réseaux sociaux depuis 1 ou 2 ans, dont on n'entendait pas du tout parler dans le temps. Et dans la liste, c'est juste marqué création graphique.
Donc, il faut réfléchir, c'est est-ce que le travail de création graphique que je fais est un travail qui relève de la sécurité sociale des artistes-auteurs, par exemple pour les créateurs qui partent de leur idée originale, œuvre de l'esprit, ou est-ce que c'est de la mise en page, de la maquette, de l'exécution, et dans ce cas-là, ça relève de l'URSSAF et pas de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Et Tu les peux nous donner UXUE, des par exemple, exemples? ouais, ben les UXUE, par exemple, ce sont des développeurs informatiques, ils relèvent de l'URSSAF. Tu as les directeurs artistiques. Le directeur artistique, ça ne veut rien dire comme activité. Le directeur artistique, c'est un nom. Dans le temps, moi, quand j'étais très jeune, parce que vous avez vu que je suis très vieux, on parlait de chef de pub dans la pub. Et les chefs de pub, quasiment plus, maintenant, disent je suis directeur artistique. Et si on analyse le terme de directeur artistique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dirige l'art des autres. Donc, c'est pas un artiste lui-même. Or, tous les graphistes, ils se disent directeur artistique, c'est une erreur de dénomination. En fait, c'est soit on est un créatif, soit on est un créatif, et donc du coup, on va faire des œuvres de l'esprit. Ouais, Du œuvre coup, originale de l'esprit, ouais. voilà. Soit on met Soit de la on est. c'est un travail technique de prendre le Ça peut travail être de du quelqu'un d'autre, conseil, voilà. Ou alors de prendre le ça peut travail être du conseil, ça peut être de l'exé, ça peut voilà, être. le travail graphique de quelqu'un d'autre et de le finaliser. Et on a l'exemple pour les animateurs 3D. Si l'animateur 3D, à partir par exemple, il prend mon téléphone et on lui demande d'en faire une création graphique originale pour le mettre sur un site internet, et ben lui, il va créer le téléphone, il va faire donc la création et l'animation. Lui, il relève de la maison d'artiste. Par contre, si quelqu'un a déjà dessiné le téléphone et demande à quelqu'un d'autre de l'animer sur un site internet, l'animation sans création à l'origine relève de l'URSSAF. D'accord. Et des fois, la frontière, elle est très, très. Hein, on parlait tout à l'heure des designers. Le mot designer, c'est un faux ami. J'appelle ça dans la liste des faux amis. Le designer, pour moi, il est soit designer graphique, soit designer produit. Et comme tout le monde sait que les comptables mangent beaucoup, on va parler de boîtes de gâteaux. Le designer produit, c'est celui qui va dessiner la forme de la boîte de gâteau. Le designer graphique, c'est celui qui va dessiner l'habillage de la boîte de gâteau. Les petits dessins qui sont dessus. Le designer graphique va relever de la maison des artistes, donc de la sécurité sociale des artistes auteurs. Le designer produit va relever de l'URSSAF. Et certains font les deux métiers en même temps. Ouais. Et donc, du coup, on peut aussi avoir parfois une activité dans laquelle on fait plusieurs choses. Certaines relèvent du régime d'artiste-auteur et d'autres de l'URSSAF. Comment on fait dans ces cas-là? Par exemple, je suis créagraphiste, je fais à la fois des logos et je fais à la fois des mises en page à partir d'une charte existante. Donc, Ouais. mes deux activités ne relèvent pas du même régime. Comment je m'y retrouve? Alors, soit on peut déguiser un peu les factures. Là, j'espère qu'il n'y a personne de la maison d'artiste qui m'écoute. Mais, non, je crois pas assez. voilà, il faut les supprimer là. Blacklister. Soit effectivement, on a un petit peu d'exé de temps en temps et tout, et on fait passer la facture en disant création graphique et on n'en parle plus, d'accord? Soit notre travail, il est vraiment. Alors, je dirais dans la création graphique, on est moins gêné parce qu'on peut souvent déguiser ces factures. Par contre, quand on est quelqu'un dans le design produit qui doit dessiner des boîtes de gâteaux ou des bouteilles de parfum, des bouteilles d'alcool, parce que j'ai des cas que j'ai déjà vus, ou de la vaisselle, j'ai des gens qui dessinent par exemple des motifs de vaisselle et qui dessinent les formes des assiettes. Le motif qui est dans l'assiette, c'est du design graphique, la forme de l'assiette, c'est du design produit. Quand c'est comme ça, on a plusieurs solutions. Soit la personne, elle veut rester en micro parce qu'elle n'a pas beaucoup de revenus. Et aujourd'hui, officiellement, hein, on peut être à la fois maison des artistes en micro et micro-entrepreneur en même temps. C'est compatible. Donc, avoir le double régime. Double régime. C'est-à-dire qu'on va avoir un numéro sirène, pardon. Sirène, alors je rappelle que ça se termine par EN comme entreprise, donc on n'est qu'une seule entreprise. Et sirène, ça se termine par ET comme établissement. Donc une entreprise peut avoir deux établissements. Donc on va demander à avoir deux établissements, c'est-à-dire les deux activités qu'on veut faire. Une qui va relever de la sécurité sociale des artistes-auteurs, une qui va relever du régime dérogatoire micro-entreprise pour l'activité qui relève de l'URSSAF. Ça, c'est quand on va être en micro. Le problème, c'est que les gens, ils oublient, c'est qu'on a des seuils, les fameux seuils de franchise de base pour la TVA ou franchise de base pour passer en réel. Il faut additionner les deux chiffres d'affaires pour savoir si on ne dépasse pas les seuils. Ce n'est pas individuellement, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 fois 35 000 euros ou 2 fois 70 000 euros, c'est une seule fois 35 000 et une fois 70 000 euros pour les deux. Si jamais on dépasse les seuils, il se trouve qu'aujourd'hui, même manière avec toute prudence, quand quelqu'un passe en réel à la maison d'artiste, il peut quand même conserver sa micro-entreprise. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur cette solution parce qu'on trouve ni de texte de loi qui dit que c'est autorisé, ni de texte de loi qui dit que c'est contre. Mais je dis, attention, on ne sait jamais qu'un jour ça pète et qu'on nous dise cette situation est illégale. Par contre, si dans les deux cas, la personne veut être au réel, à la fois sur la partie maison d'artiste ou la partie URSSAF, il est tout à fait légal et je commence à le voir beaucoup dans mes dossiers, c'est d'avoir un seul numéro, toujours un seul numéro sirène,
2 numéros SIRET, avoir une seule comptabilité, une seule liasse fiscale 2035, parce que quand on est en réel, on a une compta avec une liasse fiscale à déposer. Mais au sein de cette comptabilité-là, on sépare les deux activités pour trouver deux résultats sociaux. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un seul résultat fiscal pour l'administration fiscale, mais comptablement, on doit isoler le chiffre d'affaires et les dépenses liées à l'URSSAF, le chiffre d'affaires et les dépenses liées à la Maison des artistes, et on en dégage deux résultats sociaux. Et ces deux résultats sociaux, l'un est déclaré à la Sécurité sociale des artistes-auteurs, l'autre est déclaré à l'URSSAF. Et donc, on paye c'est vrai que ça complexifie, là. Alors, du coup, c'est un travail comptable qui est plus compliqué. C'est qu'il faut qu'on arrive à isoler en comptabilité des numéros de compte comptables qui permettent de séparer les charges et les produits de chacune des deux activités. Ouais. Et après, on a les frais généraux, c'est-à-dire par exemple le loyer, l'EDF, l'assurance et tout, qu'on répartit au prorata des deux résultats des deux côtés. Et du coup, pour le fisc, il s'en fout, le fisc, complètement. Le fisc, il voit une seule liasse fiscale, un seul compte en banque, une seule déclaration de TVA. C'est monoproduit pour l'administration fiscale. C'est l'URSSAF. Et l'URSSAF, on déclare à la fin de l'année deux revenus et on paye deux cotisations sociales. Alors, ce n'est pas des cotisations sociales en double. On paye la cotisation sociale à l'URSSAF sur la partie qui relève de l'URSSAF et la cotisation sociale à la Sécurité sociale des artistes-auteurs sur la partie qui relève de cette activité-là. Ça vient se compléter, en fait. Ouais. Et l'addition des deux. Alors, l'intérêt, c'est que comme quand on est à l'URSSAF, on paye environ 40% de charges sociales et quand on est à la maison d'artiste, on paye 28% de charges sociales. L'idée, c'est que plus on peut basculer sur la maison d'artiste, plus c'est intéressant. Donc ça répond à la question, Jessica demandait quel est l'intérêt d'avoir les deux établissements. Donc c'est bien ça, c'est de répartir les charges sociales entre les deux et puis peut-être du coup de pouvoir faire des activités. Ouais, voilà, c'est de pouvoir gérer la double activité quand on ne relève pas uniquement de l'un ou de l'autre. Ouais. Et parce que donc si la maison d'artiste met son nez dans le dossier et dit vous ne relevez pas de chez nous, il peut le jeter. C'est dommage quand la personne a par exemple 70% de son activité maison des artistes et 30% pas maison d'artistes. C'est dommage de se faire jeter de la maison des artistes. Pour ça, derrière la maison d'artiste, elle ne jette pas vraiment. Elle dit nous vous demandons de trouver une solution pour sortir de vos revenus maison d'artiste des activités qui ne relèvent pas de chez nous. C'est le genre de courrier qu'ils envoient. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans ce cas-là d'avoir quelque chose de parallèle. Je fais une petite parenthèse, Stéphanie. Il faudra que tu ailles cliquer sur le lien qui est dans la publication pour que je vois ton nom apparaître dans les commentaires, s'il te plaît. On a Alizé, donc Stéphanie, c'est ça? Il y a Alizé, c'était tout à l'heure. C'est le top 50 des années 80. Écoute, oui, là, c'est Stéphanie, je crois bien. Attends, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est Stéphanie. Et Jessie, Laurence, ouais, Jessie, il prend des notes. Et Jessie nous a dit UX, ce n'est pas du tout un développeur. Donc là, il te dit bouh. Donc tu régleras avec lui. Alors, c'est quoi un UX? Et alors, qui nous dit ce que c'est un UX pour lui? Tiens, donne-nous ta définition, ouais, Jessie. Après, qu'est-ce qu'on avait? Jessie qui disait, alors je ne sais pas à quoi il faisait référence, il disait ça concerne les sociétés surtout. Exemple, AXA, ils ont plein d'établissements différents. Oui, non, mais là, ce que disait Eric, Jessie, si j'ai bien compris, c'est d'avoir plusieurs établissements. Ça te permet de gérer une double immatriculation avec une seule comptabilité. Mais, par exemple, tu vois, ici, moi, j'ai une graphiste qui est à la fois psychologue et j'ai un dentiste photographe. Donc forcément, il lui faut deux établissements. Une seule comptabilité, une seule association de gestion agréée, une seule déclaration fiscale, une seule déclaration de revenus, un seul compte en banque. Mais comptablement, on sépare l'activité qu'on doit déclarer à l'URSSAF pour l'activité de psy et de l'activité graphiste qu'on doit déclarer à la maison des artistes. Et ils ont deux numéros SIRET. Là, tu as pris deux exemples avec des métiers qui n'ont vraiment rien à voir. Ouais. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des métiers proches qui font partie de l'appellation générale du graphisme, qui peuvent relever de l'un et de l'autre, enfin en tout cas de l'URSSAF et de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, et qui du coup nécessitent d'avoir deux établissements pour pas se faire de la maison des artistes et pour avoir le droit d'exercer, par exemple en micro-entreprise, puisque en micro-entreprise, officiellement, légalement, on n'a pas le droit de faire une activité qui relève du régime des artistes-auteurs. C'est bien ça? Je vais préciser là-dessus alors, du coup. Alors vas-y, précise. C'est la grande question que se posent plein de gens et il y a des détracteurs par rapport à ça, c'est est-ce que j'ai le droit de facturer droit d'auteur quand je suis micro-entrepreneur? Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un code de la Sécurité sociale qui dit que si tu appartiens à telle liste d'activités, tu dois relever de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Pour autant, ce que les gens confondent, c'est que le vendre des droits d'auteur, ce n'est pas un acte fiscal ni un acte social, c'est un acte juridique. Et je prends un exemple pour que ça soit plus
plus précis, j'ai quelqu'un qui, par exemple, qui est photographe social, donc il est micro-entrepreneur, il relève de la Chambre des métiers, et un jour, il y a une de ses photos que quelqu'un veut utiliser, qu'il trouve super chouette, et qui lui demande de signer un contrat de cession de droit d'auteur moyennant finance. C'est pas son activité habituelle, c'est pas un photographe auteur, ce monsieur, c'est un photographe social. Pour autant, quelqu'un lui demande de signer les droits d'une photo à titre exceptionnel. Il n'y a rien ne l'empêche de le vendre sous son statut ou au régime plutôt micro-entrepreneur. Donc il va Et faire ça, une c'est la facture en partie disant, juridique, en fait. Ça, c'est c'est le vraiment la juridique, c'est-à-dire partie qu'il va, juridique. il va concrétiser l'acte juridique de cession de droit d'auteur de sa photo sociale qui relève de la Chambre des métiers par un acte juridique moyennant finance. Et le financier, s'il va faire une facture de cession de droit d'auteur. Par contre, si son activité, c'est de vendre tout le temps des droits d'auteur, tout le temps, tout le temps, tout le temps les droits d'auteur, il ne peut pas être un micro-entrepreneur. Il doit relever de la GSA. Et ça Donc, répond à une question qui revient souvent, notamment par rapport à l'intitulé quand on est en micro-entreprise et qu'on a l'intitulé création graphique sans droit d'auteur. En fait, c'est exactement ce que vient de dire Eric. Là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de facturer des droits d'auteur, ça veut dire que la majorité de nos prestations relèvent de la création graphique sans droit d'auteur, donc par exemple de l'exé, des choses qui ne sont pas des créations originales d'esprit. Mais que si on est confronté à un moment qu'on fait un logo exceptionnellement ou qu'on fait une création, on a tout à fait le droit juridiquement, grâce au code de la propriété intellectuelle, de faire une cession de droit d'auteur et de les facturer. C'est ce qu'a voulu faire le législateur en faisant la liste des activités relevant de la micro-entreprise. Au lieu de marquer création graphique ne relevant pas de la maison des artistes, ils ont marqué sans cession de droit d'auteur. Mais implicitement, ça voulait dire ça. Ça voulait dire que si vous n'êtes pas sur la liste des activités qui relèvent de la maison des artistes, vous pouvez être micro-entrepreneur. Si vous relevez de cette liste-là, vous ne pouvez pas être micro-entrepreneur. Mais ils l'ont simplifié en disant sans droit d'auteur. Ce qui n'est pas logique parce que tout le monde. Par exemple, même moi, quand je fais une conférence, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un fait une capture d'écran et prend ma photo et veut l'utiliser sur Internet, il n'a pas le droit. C'est du droit d'auteur. Et moi, je ne suis pas auteur. Donc, et par contre, tu as le droit de lui faire une cession de droit et de lui facturer, même si ça ne correspond pas à ton… Je donne un autre exemple. Il y a déjà 2 fois des éditeurs qui m'ont demandé, je publie beaucoup sur le site internet de Comcom, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, des fiches pratiques, des fiches que j'appelle les fiches experts. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Comprendre la réforme de la sécurité sociale des artistes-auteurs, mais on en parlera une autre fois. Et ben, des fois, il y a des écoles qui me demandent l'autorisation d'utiliser mes fiches dans leur manuel scolaire. Ils me demandent de signer un contrat de cession de droit d'auteur. Mais je suis l'auteur, mais moi, c'est ma société qui facture ça. Donc, tout le monde a le droit de vendre des droits d'auteur parce que c'est un acte juridique, c'est pas un acte comptable ni social. Ça, c'est vraiment important de… c'est vraiment important de le distinguer parce que c'est une question qui revient souvent. On a Jessica qui dit, par exemple, graphiste et développeur, il faut les 2 statuts. Graphiste, c'est très large. Hein. Graphiste, c'est très… Là, je rajouterais quelque chose. Si le travail de développement est la continuité du travail de création, ça peut dans l'ensemble relever de la maison des artistes. Par contre, si le travail de développement est issu d'un travail qui est fait préalablement par quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Donc, même si on transpose l'exé, par exemple, on fait de l'édition, on fait un bouquin, par exemple, mise en page de bouquin, mais on a créé la grille, on a créé la charte, on a créé toute la maquette. Là, on peut faire sous le régime d'artiste-auteur parce que tout le travail d'exé découle de notre propre création au départ. On a ça avec le suivi de FAB aussi. Le suivi de FAB. Le suivi de FAB, certains disent je ne peux pas facturer du suivi de FAB. Qui empêche de facturer du suivi de FAB si c'est pour juste valider le fait que notre travail n'est pas saccagé par un imprimeur? On est bien obligé de voir le calage et de faire le BAT de ça tout. Le problème, c'est que des fois, certains ils vont tellement loin qu'ils facturent plus en suivi de FAB qu'en création graphique. Et là, à un moment donné, ils sont jetés de la maison des artistes. Oui, c'est normal. Parce que l'activité principale, ça vient le suivi de FAB et non plus la création. Et donc là, sur Internet, par exemple, parce que tu m'as demandé de parler aussi beaucoup des métiers du web et de ça tout, ceux qui font du développement web, mais s'ils font la création des pages graphiques, qu'on fait la charte, qu'on fait je ne sais plus comment ça s'appelle, les tables, je ne sais pas trop quoi, là, les pages du départ, donc c'est juste de mettre en application leur travail de création originale. Donc là, ça marche. Par contre, celui qui reçoit le book avec toute la création graphique et on lui demande maintenant, tu me le programmes pour que ça soit un site Internet, c'est un travail d'exé. Donc, en fait, du moment où c'est de l'exé, c'est l'URSSAF. Et du moment où il y a de la création, peu importe après que ça induise ou pas un travail d'exé, un travail de développeur, un travail, on va dire, plus juste technique sans être créatif, du moment où c'est lié à de la création, là, ça peut dépendre de la maison des artistes.
On a un procès un peu célèbre parce qu'il est connu par les termes de qui il est attaqué. C'est Besson qui n'en est pas à son premier procès, et c'est le film Arthur et les Minimoys. Et il y a des animateurs, des personnages qui ont travaillé sur le film. Normalement, les animateurs au cinéma sont payés en intermittent du spectacle. Et il y a 3 animateurs qui ont essayé à prouver que les personnages qu'ils avaient animés, c'est eux qui les avaient créés. Et à ce titre-là, ils avaient le droit d'avoir des droits d'auteur. Et ils ont reçu 17 millions d'euros à se partager, plus des droits sur chaque fois que le film passe à la télévision. Et les licences du parc au Futuroscope, il y a une attraction Arthur et les Minimoys, et il y en a une aussi dans un autre parc d'attractions, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et ben, ils touchent des sous qui tombent parce qu'ils ont été reconnus comme auteurs de l'œuvre qu'ils ont animée. Donc, ils ont eu une rémunération pour l'animation, et maintenant, ils ont une rémunération pour la création originale. D'accord. Je fais un petit tour dans les commentaires. Toujours pas de retour de Jessie? Jessie, tu es toujours là? Alors, il a dit qu'il avait compris après coup, mais je ne crois pas qu'il ait mis de définition. Alors, je vais dérouler petit à petit. Laurence qui disait menons aucun minimum, mais je ne sais pas à quoi elle faisait allusion. Qu'est-ce qu'on a? Jessie qui dit ça marche aussi dans l'autre sens avec la MDA. En fait, quand vous commentez, si vous pouvez juste remettre un peu de contexte, parce que je ne vais pas prendre forcément les commentaires au fur et à mesure, mais je vais les prendre après coup. On ne sait plus tellement où on en est. Jessica qui dit oh, je ne savais pas. Donc, très bien, si tu as appris quelque chose, je ne sais pas du coup quoi. Alors, elle dit si je maquette un site, je croyais que je n'avais pas le droit de vendre le développement à la MDA. Donc, si tu maquettes un site, si tu as créé la maquette du site, si c'est toi qui as créé le design du site, tu as le droit de vendre le développement en tant qu'artiste-auteur. C'est la mise en application. C'est la mise en application. D'ailleurs, quand on regarde les définitions de la mise en artiste à la JSA, ils disent jusqu'au stade qui permet la duplication. Et donc, par exemple, pour un créateur graphique, il peut livrer. Alors, dans le temps, il y a très longtemps, on parlait de chromalin, mais maintenant, on a le fichier, le fichier prêt à être imprimé. On va jusqu'au calage final. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de facturer la duplication, c'est-à-dire l'impression, la reproduction. Tout ça, c'est interdit de facturer quand on relève de la sécurité sociale des artistes auteurs. Dans ces cas-là, mais on peut faire des débours, par exemple. Quand on en est au stade, justement, je pense à quelque chose de print. Donc, on peut aller on peut facturer quand on est artiste-auteur jusqu'au calage, au pilotage de l'impression, tout ça. Et l'impression, on peut soit la faire facturer directement par l'imprimeur en direct au client, soit utiliser des débours. Et ça, on a le droit. Et les débours, j'aime pas. Alors, on va parler des débours si tu veux qu'on en parle. Rapidement, on a beaucoup de choses à voir. Client, alors que l'imprimeur facture directement le client, et on a le droit de facturer soit un suivi de fab ou quelque chose à l'imprimeur pour récupérer une partie de la marge. D'accord ? Il faut y aller mollo, parce qu'il ne faut pas que l'activité après devienne prépondérante sur ces activités qui ne relèvent pas de la maison d'artiste. Sur les débours, il faut faire attention au mot débours. Le débours, c'est quelque chose qui obéit à une règle fiscale très précise, et il y a beaucoup de micro-entrepreneurs ou de micro-BNC qui l'utilisent pour minorer leur chiffre d'affaires pour ne pas avoir à être imposé dessus. Donc c'est une magouille que tout le monde connaît. Et le débours, c'est un acte juridique qui est vraiment légiféré, c'est-à-dire qu'il y a un texte précis qui dit que le débours, c'est un mandat du client pour procéder à une dépense dont la facture sera au nom du client. Ouais, et tout au le monde centime confond près, débours avec remboursement de frais. Le remboursement de frais, c'est le client me dit tiens, je vais faire des cartes de visite, il y en a pour 350 balles, tu me les refactures. Je paye l'imprimeur avec une facture à mon nom à moi et je refacture les 350 balles au client. Ça, c'est du remboursement de frais et ça doit être dans mon chiffre d'affaires. Et du coup, on paye dessus de l'impôt quand on est en micro-entrepreneur ou quand on est en micro-BNC. Le débours, c'est le client me dit je te file 5000 balles, tu vas payer l'imprimeur avec, il revient avec la facture. Et la facture, elle n'est pas à mon nom à moi, la facture, elle est au nom du client. Et le client m'a signé un mandat de délégation de faire le travail à sa place, d'aller commander l'impression. D'accord ? Et les gens confondent remboursement de frais avec débours, et c'est dangereux. Hein, parce qu'il y a des gens qui le préconisent pour justement minorer le chiffre d'affaires. Et puis surtout, ça ne doit pas aussi être lié à de la sous-traitance. C'est vraiment donc ça aussi la frontière. Beaucoup de gens font passer la sous-traitance en débours. Ouais, là c'est problématique. Mais pour des frais d'impression, on peut le faire. Il faut juste avoir bien fait le mandat avant, faire la facture au centime près, etc. Okay. Du coup, dans sa comptabilité, ça n'apparaît pas en chiffre d'affaires, ça n'apparaît pas en dépenses, ça apparaît dans des comptes à part qui dit il y a juste un mouvement d'argent sur mon compte et je le suis suivi par un mandat du client qui m'a mandaté pour faire la dépense à sa place. Ouais. Ok. On a une question de Laurence qui dit quelle parade au centre des impôts. Attends.
qui vous disent que vous devez payer la CFE alors qu'on est à la MDA. Certains centres des impôts disent qu'un graphiste n'est pas un artiste, alors que seuls les artistes-auteurs peuvent être à la MDA, donc par définition, être MDA, être artiste. Alors, donc la CFE, juste pour rappeler, c'est la cotisation foncière des entreprises. Contribution foncière des entreprises. Contribution, pardon. Ouais. Qu'on paye à la fin de l'année. Ah non, c'est cotisation. Cotisation, moi j'avais juste. Cotisation, ouais. De toute façon, voilà, c'est la même chose. Voilà, qu'on paye, donc c'est un impôt. Dans le temps, ça s'appelait la taxe professionnelle, d'accord? Et la taxe professionnelle a été réformée et maintenant elle s'appelle cotisation foncière des entreprises et aussi CVAE, mais la CVAE ne concerne que les grosses entreprises, donc les artistes en entendent rarement parler. Effectivement, voilà, il y a un texte de loi qui dit que il y a un texte qui dit que les personnes qui vivent du produit de leur art n'ont pas à payer dans le temps la taxe professionnelle et maintenant la CFE. Le problème, c'est que ce texte, il est assez nébuleux ou pas assez précis, et du coup, il est libre. On interprète plein de choses. Et dans le temps, les impôts, ils n'étaient pas très calés, et tous les gens qui relevaient de la maison artiste ou de la GSA ne payaient pas cette CFE. Et petit à petit, ben, ils ont été formés, les gens, ils ont compris un petit peu les choses, et ils ont eu des circulaires internes, des circulaires administratifs, comme on appelle, et puis ils sont un peu renseignés, et puis il y a eu des procès surtout. Et les procès, ils ont été dans un premier temps dans tel sens, c'est qu'il y a des artistes qui disaient aux impôts: ah, mais je relève de la maison d'artiste, je n'ai pas à payer la taxe foncière ou la contribution foncière la cotisation foncière des entreprises. Et là, les gens qui allaient en procès contre les impôts avec cette formule-là se faisaient rejeter systématiquement parce que les impôts gagnaient sur l'appellation de dire une disposition sociale ne peut pas influencer sur une cotisation fiscale. Donc déjà, c'est un mauvais plan que de dire... Toujours ce problème de fiscal, juridique, social. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur procès parce que leurs arguments de défense étaient de dire: ah, je suis à la maison d'artiste, je ne peux pas payer la CFE. Donc, les gens-là, ils ont systématiquement perdu leur procès. Après, le procès, c'était de dire: moi, je suis un artiste-auteur qui vend des œuvres originales de l'esprit et donc je suis dispensé de la CFE. Il se trouve que depuis 2-3 ans, il y a eu pas mal de procès avec des gens qui travaillent dans le milieu de la pub, de la création graphique, et que ils ont systématiquement perdu en disant que le graphisme publicitaire était une prestation de service artistique. Il n'était pas de la cession d'œuvres d'art ni de la cession de droits d'auteur. Ça allait au sens juridique, ça allait au sens social, mais ça n'allait pas au sens fiscal. Et il y a un terme qu'on utilise dans notre métier à nous, parce qu'on aime beaucoup le vocabulaire, c'est on dit que le fisc a une vision restrictive de l'art. Il n'est pas comme Jean-Claude Van Damme aware, il est restrictif. C'est-à-dire que lui, il dit: quelqu'un qui vend des sculptures, qui vend des tableaux, qui vend des installations, qui vend des photographies qui sont exposées ou qui cèdent des illustrations pour un album de BD, c'est bien des artistes auteurs au sens fiscal. Quelqu'un qui fait des sites internet, qui fait de la mise en page qui fait de la création graphique, qui fait des logos et tout, ce sont bien des artistes au sens social, au sens juridique, ça n'est pas au sens fiscal. Et là-dessus, j'ai publié une fiche en 2 parties sur mon site, qui s'appelle Contribution foncière des entreprises et artistes. On mettra les liens. Comment? On mettra les liens. Le grand n'importe quoi ou un truc comme ça, j'ai mis le titre. Et j'ai publié ces textes de loi, enfin ces arrêts de jurisprudence avec les numéros et les dates et tout, pour dire: attention, tout ce qui travaille dans le milieu de la création publicitaire et commerciale, les impôts maintenant, ils sont vachement informés et ils refusent les exonérations. Donc, ceux qui veulent contester, ils contestent. Ceux qui veulent contester, ils contestent. Mais à partir du moment où ils ont contesté 1 fois, 2 fois, 3 fois, si les impôts ne veulent pas et argumentent en disant: vous faites de la création graphique publicitaire, ça ne relève pas du champ d'exonération de la CFE, on ne peut plus rien faire. D'accord. Donc, du coup, voilà, c'est pas parce qu'on est à la Maison des artistes qu'on est systématiquement exonéré. Le régime des artistes-auteurs, qu'on est systématiquement exonéré de CFE. Ouais. Donc, attention. C'est une ça. Ouais. Et l'argument ne tient pas, en fait, au niveau fiscal. Ouais. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question, Laurence? C'est peut-être pas la bonne nouvelle, c'est peut-être pas ce que tu espérais comme réponse. Mais voilà ce qu'il en est. Jessica demande, du coup, faut-il faire quelque chose de particulier sur la facture de vie? Alors, je ne sais pas si c'était par rapport au débours ou par rapport, quand on a parlé des établissements et le fait d'avoir deux établissements, est-ce que sur une facture, d'ailleurs, tiens, question Eric, est-ce que, donc quand on a 2 établissements, parce qu'on a une double activité qui dépend à la fois du régime social des artistes-auteurs et à la fois de l'URSSAF, est-ce qu'on peut avoir sur une même facture différentes activités qui relèvent de l'une et de l'autre? Est-ce qu'une facture peut être commune à 2 établissements? Ouais, je l'ai vu, ouais. C'est en kiki les experts comptables. Hein.
Parce que vous avez vu, j'ai 22 ans, j'ai déjà perdu tous mes cheveux. C'est que nous, ça nous crée un gros stress. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a des factures, au lieu de les comptabiliser en totalité, il faut les éplucher pour regarder le détail, pour savoir ce qui va de l'autre côté. Hein. Et ceux qui font leur comptabilité tout seuls, qui n'ont pas d'expert comptable, est-ce que c'est gérable de manière individuelle ou c'est vrai Non, ce qu'il y a, c'est que s'il y a un outil informatique, il faut faire attention quand on saisit les factures, qu'on les distingue bien et qu'on a bien adapté sa comptabilité pour pouvoir sortir ce qu'on a besoin. Qui est ou pas expert comptable, ça c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est avoir des outils performants. Ceux qui font leur compta sur un cahier, à la fin de l'année, ils passent des heures et des heures à tout retraiter. Le cahier étant toujours autorisé, même si c'est préhistorique. Par contre, je rappelle que ceux qui font leur compta Excel, c'est interdit. Hein, pour ceux qui sont en réel. Hein. D'ailleurs, je reviens sur l'histoire de la CFE, qui a une autre conséquence. Ça va faire un peu hérisser le poil de plein de gens ou les cheveux. C'est que du coup, on a des impôts qui nous tapent sur les gens qui font de la facturation avec de la TVA à 10% pour de la création graphique publicitaire. Ils disent que pour eux, prestation graphique artistique publicitaire égale du 20%. Mais c'est la même logique que le CFE, en disant, vous êtes reconnu par la maison d'artistes, par la sécurité sociale des artistes auteurs, vous êtes reconnu par le code de la propriété intellectuelle, mais fiscalement, vous n'êtes pas reconnu comme un artiste en tant que tel, vous êtes reconnu comme une activité de prestation artistique. Et donc, elle est taxée à 20%. D'accord. Il n'y a pas d'écrit là dans les commentaires en disant, ah, au secours. Alors, attends, parce que j'en suis pas encore dans les... Alors, j'avais remonté un peu. Donc, j'en étais où Laurence qui disait, pour info, en tant que web designer, j'ai le droit d'être à la MDA quand je crée, mais je n'ai pas le droit de mettre à jour, sinon c'est de l'exé. Est-ce que, par contre, elle a le droit de mettre à jour ses propres créas, même plus tard? Est-ce que là, on est OK? Ça dépend. Moi, je dirais que si c'est des mises à jour, par exemple, tous les mois, il faut qu'elle fasse il y a des sites internet où on doit implanter des nouveaux textes tous les mois, par exemple. Ça, attends, je ne sais pas si elle parle de... Je ne sais pas si elle parle de mise à jour graphique ou de mise à jour technique, par exemple, mise à jour plugin, etc. Dans ce cas-là, j'imagine que ça ne rentre pas. Par contre, si elle fait une mise à jour... Moi, je dirais que ça dépend de la valorisation du travail. C'est-à-dire que si elle fait de temps en temps des petits boulots à 200 balles, 300 balles pour mettre à jour 2-3 bricoles dans le site, c'est simplement maintenir son œuvre. C'est comme un artiste qui viendrait chez toi retoucher 2-3 éclats sur une sculpture ou sur un tableau en disant je vais le rafraîchir un petit peu. Donc, des fois, on demande à quelqu'un de changer 2-3 bricoles dans le site. Et tout. Quand c'est sur son œuvre à soi, on est d'accord, par contre, pas sur l'œuvre de quelqu'un d'autre, sur son œuvre à soi. Ouais. Okay. Ça ne me gêne pas que ça reste à la maison des artistes. Et même si c'est de la mise à jour technique de plugin ou, enfin, tu vois, les mises à jour de... Si c'est de l'alimentation quotidienne, c'est-à-dire que, par exemple, moi qui publie des fiches pratiques tous les mois sur le site, la personne qui fait ça, elle ne peut pas être à la maison d'artiste. C'est simplement, il prend mon texte, il le met en forme pour le mettre tous les mois sur le site internet. C'est de la mise à jour. Ouais. C'est pas de la réparation ou des modifications. D'accord. Donc, pour ça, il faudrait soit la double immatriculation, soit... Alors, voilà, c'est délicat tout ça. Ok. Après, Laurence qui dit, je répondais à Pauline qui demandait, ah oui, parce que par rapport au minima, qui demandait si on devait facturer un minimum de CA pour être à la maison des artistes. Donc, elle disait non, qu'un minima. Non, mais attends, c'est dès le premier euro. Morgane qui dit, au niveau des cotisations sociales, comment sont-elles estimées sur le chiffre d'affaires ou après abattement? Je sais qu'il y a des différences si on est à la maison des artistes ou à l'URSSAF, mais je n'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux éclairer? C'est aussi quelque chose qui est trompeur. Vous savez, on parle toujours de la face cachée de l'iceberg. Et il y a des gens, ils regardent les chiffres, mais ils ne les comprennent pas. Et donc, aujourd'hui, certains vont par dépit, parce que la maison d'artiste peut sembler plus compliquée que le micro-entrepreneur, ils vont par dépit à la micro-entreprise. En plus, parce que on leur dit que le taux de charge sociale de micro-entreprise, c'est 22%, alors que le taux de charge sociale de la maison d'artiste ou de la GSA, c'est 28%. Je m'expliquerai après sur le montant du taux de 28% parce que plein de gens ne le croient pas. Et ils disent 28, c'est plus cher que 22, donc il vaut mieux être micro-entrepreneur. Sauf que les 22% de la micro-entreprise sont calculés sur le chiffre d'affaires brut. Total, donc. Total, alors que les 28% de la maison d'artiste, quand on est en régime micro, ils sont sur le chiffre d'affaires après un abattement de 34%. Et donc en temps effectif, 28 moins 34%, ça fait que 18%. Ça 18%. Que... Du coup, 18%, ça reste plus avantageux que les 22%. Et oui, sauf que les gens, ils voient 28 et ils voient 22, mais ils ne voient pas la base. La base, c'est pas sur le, c'est pas la même référence en fait de calcul. La base, on parle de base. La base où l'assiette des cotisations sociales étant moins élevée sur la maison d'artiste, même si le taux est plus élevé, on paye moins qu'en micro-entrepreneur. Ça, c'est la première chose. Les prestations servies quand on est à la maison d'artiste sont meilleures que les prestations services quand on est en micro-entreprise. Il existait un avantage à être en micro-entrepreneur et on a constaté quelque chose dernièrement, c'est qu'il y a des gens qui se mettaient en micro-entrepreneur. On va me chercher un verre d'eau.
Il y a des gens qui se mettent en micro-entrepreneur parce qu'ils bénéficiaient de l'ACRE la première année et que du coup, ils payaient 6% et après 11% et après 17% avant de passer au 22%. Et l'ACRE ne marche pas quand on a la maison d'artiste ou la GSA. Donc, on a constaté des gens qui ont trouvé la ruse de se dire je me mets pendant 3 ans en micro-entrepreneur et dans 3 ans, quand mes activités font que je vais payer mes 22% de charges sociales, je bascule à la maison des artistes. C'est un peu rusé comme méthode. Et d'ailleurs, le gouvernement a bien compris que l'ACRE, ça lui coûtait très cher, puisque depuis le 1er janvier 2020, l'ACRE est réformé. On ne gagne plus autant d'argent la deuxième et la troisième année. Et la première année, c'est un petit peu baissé. Et en plus, c'est plus tout le monde maintenant, c'est que les gens qui ont moins de 25 ans. Merci. Donc, si au départ, c'est intéressant d'être en micro-entrepreneur si on peut relever de l'ACRE, c'est vrai que c'est pas. Attends, on m'appelle, mais je vais raccrocher. Je suis en réunion. Voilà, c'est rapide. Hein. Si c'est plus intéressant d'être à l'ACRE en micro-entrepreneur et qu'on ne peut pas en maison des artistes, effectivement, on peut faire cette ruse-là, même si c'est pas super extraordinaire l'économie qu'on peut faire. Avec la réforme, la deuxième et la troisième année, ça ne sert à rien. Donc, ce serait que pour un an. D'accord. Donc, je rappelle la question de départ, c'était comment sont calculées les cotisations sociales. Méfiez-vous des tranches, des seuils, des assiettes de cotisations sociales. C'est trompeur, on ne paye pas sur la même base. Quand quelqu'un est au réel, qu'il soit à l'URSSAF ou qu'il soit à la maison d'artiste, la base, c'est le chiffre d'affaires moins les frais. Et plus on trouve de frais, plus c'est intéressant, plus on va gagner d'impôts et plus on va gagner de charges sociales. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui n'est pas posée, mais que je pose. C'est dans ce cas-là, est-ce qu'il est plus intéressant d'être en réel ou en micro? Et bien, comme l'abattement en micro-hauteur, c'est 34% de charges forfaitaires, quelqu'un qui a plus de 34% de charges, il vaut mieux qu'il passe en réel, même s'il est en dessous de 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et je prends des exemples d'activités. Quand vous avez un sculpteur, quand vous avez un peintre, quand vous avez un photographe, ces gens-là, ils ont beaucoup de frais techniques. Et donc, s'ils font le calcul, il est souvent plus intéressant de passer au réel que d'être en micro. Quand vous avez quelqu'un qui est, comment on appelle ça, concepteur-rédacteur, c'est-à-dire qu'il écrit des textes, ou même un graphiste qui travaillerait chez des clients qui lui fournit le matériel informatique. Ils n'ont pas beaucoup de frais. Donc, il y a un calcul quand même à faire pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Par contre, si on y réfléchit bien, l'abattement est de 34%. Je rappelle que dans les 34% sont déjà inclus les charges sociales qui font déjà 28%. Donc il reste que 6% de chiffre d'affaires à trouver. 6% de 70 000 euros, ça fait 4 200 euros, soit 400 euros par mois, à peu près. Quelqu'un qui ne trouve pas 400 euros par mois de frais, c'est qu'il se démerde mal. Parce qu'entre une partie du loyer de chez soi, de l'abonnement à Internet, du téléphone portable, d'une mutuelle, les abonnements aussi au logiciel. Au logiciel, et 400 euros par mois, on les a facilement. Et donc, c'est assez trompeur de se dire, tiens, c'est vachement intéressant d'être en micro, même s'il y a des intérêts sur la simplification de la TVA, de la comptabilité, de plein de choses comme ça et tout. Quand on fait une analyse réelle, on trouve souvent plus que 34% de frais. Et d'ailleurs, les associations de gestion agréées, donc qui gèrent toutes les professions libérales, elles font des moyennes statistiques par activité et en moyenne, on trouve 41% de frais sur l'ensemble des professions libérales. C'est-à-dire que le 34% qui a été choisi par l'État comme étant un montant forfaitaire de frais, il est volontairement bas parce que ça les arrange, eux, de ne pas minorer la base imposable. D'accord. Oui, parce que dans les frais peuvent entrer aussi tout ce qui peut être de l'ordre de la formation. Je ne parle pas de la formation professionnelle officielle, mais par exemple, on s'inscrit à un programme ou on prend un accompagnement. Est-ce que tout ça, ça rentre dedans? Donc, voilà. Ouais. J'ai donné des exemples un peu marrants, mais tu as par exemple quelqu'un qui est sculpteur animalier qui va au salon d'agriculture. Son entrée au salon d'agriculture passe, il va voir les animaux. Quelqu'un qui travaille dans le milieu du cinéma et qui a sa carte Gaumont Pâté UGC ou qui achète des bouquins sur le cinéma, ça marche. Donc, le fisc dit qu'il faut trouver un intérêt professionnel à toute dépense. Il faut qu'il y ait une logique, en fait. Voilà. Quelqu'un qui travaille dans le secteur des applications et qui va aller aujourd'hui à Las Vegas pour aller voir le salon de, comment ça s'appelle, SES, CES, je sais plus comment c'est là. Il y a le salon des nouvelles technologies à Las Vegas en ce moment, là, qui a commencé depuis hier. S'il n'y va pas pendant un mois à Las Vegas pour se faire des vacances et jouer au casino, et qu'il n'y va que quelques jours, et qu'il apporte la preuve qu'il a son badge d'entrée au salon, et qu'il a eu des contacts là-bas et tout, sa dépense, elle est déductible. Rien n'empêche quand même le soir d'aller faire un petit tour au casino. Ouais. Mais pas trop donc dépenser, il faut vraiment prendre tout en compte quand on réfléchit à ces frais. Voilà, ça peut être un peu plus large que ce qu'on a en tête. Tu mettras le lien, mais sur le site, j'ai fait un simulateur.
où les gens ils rentrent leur chiffre d'affaires, ils rentrent leurs dépenses. S'ils ne savent pas toutes les dépenses qu'ils ont le droit de déduire, ils ont accès à un texte à côté et une vidéo qui leur explique tout ce qu'on peut déduire dans une comptabilité. Et après, le Ah oui, simulateur, cool. le simulateur calcule si je suis en micro-entrepreneur, si je suis en réel à l'URSSAF, si je suis maison des artistes en micro, si Ah, je suis super. maison des artistes en réel, quelle est la partie la plus intéressante? Et ce Ah, c'est simulateur génial permet de ça. faire le choix. C'est vraiment excellent. Ouais, je mettrai le lien, du coup, tu me transmettras, Ouais. tu mettras dans les commentaires. Top ça. Je vais continuer dans les questions. Laurence qui disait les débours, c'est chercher les emmerdes avec la MDA. Pauline, Pauline qui dit donc pour les débours, il faut faire signer un mandat de délégation client. Oui, c'est ça. Tu dois faire signer un mandat. En gros, tu peux pas faire de débours si tu n'as pas, pas la demande explicite du client te demandant de faire ça à sa place. Si je résume, c'est ça? Les deux conditions, c'est un mandat du client. Alors, le mandat, c'est pas obligé d'avoir un contrat de 10 pages. Hein. Non, mais Claire a posé quelque chose d'officiel du client. Ouais. Ouais, le sujet. Et la deuxième chose, c'est que la facture qu'on reçoit, elle n'est pas à mon nom à moi, elle est au nom du client, la facture comptable. C'est pour ça que le client et que c'est au centime près. Il y a aussi cette histoire au centime près. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de marge. Il y a des membres, voilà, il y a des membres où la cliente avait arrondi. Ben non, mince, ça peut plus le faire. Il faut pas arrondir, c'est vraiment au centime près. J'ai eu le cas une fois, c'est assez drôle parce que les impôts sont des gens pervers, comme tout le monde sait. Il y a des gens qui travaillent aux impôts qui nous écoutent. Bon, ça va. Normalement, non. Quand on fait du mailing, quand on a une boîte comment on appelle ça, qui fait du mailing, il se trouve quand on achète des timbres et qu'on fait du publipostage, la Poste rétrocède à la société qui a acheté les timbres, rétrocède un pourcentage très très minime, hein, c'est 0,1% du montant de la valeur faciale des timbres. Et il se trouve que souvent les sociétés de publipostage, elles gardaient ce 0,1% et elles refacturaient en débours l'affranchissement. Il y a eu des procès, il a été prouvé que comme il faisait une marge, puisqu'il gardait cette commission d'achat de timbres, c'était pas du débours, mais c'était bien du chiffre d'affaires, et on leur a appliqué la TVA dessus et tout et tout. Et là, c'est plus la même. Donc ça va loin, hein. Non, ça va très loin. Ouais. On a la réponse de Jessie pour la définition. Alors, il dit UX designer, c'est une personne qui n'a pas de compétences de développement ni de design graphique, mais il peut, mais ça déborde de sa fonction. La mission de l'UX designer, c'est de faire des hypothèses et de les vérifier auprès des utilisateurs et des tests, entre autres. Et là, il a mis un lien, donc je pense que c'est un petit cadeau pour toi, un lien YouTube pour étayer. Donc, si je me réfère à sa définition, c'est donc une activité purement intellectuelle et non pas artistique et qui n'a rien à faire à la maison des artistes ou à la GSA. Ouais. Oui, il dit que en tout cas, c'est mignon votre relation. C'est quelqu'un qui fait des recommandations et tout, donc c'est comme un directeur artistique ou qui fait des recours sur... du conseil, du coup. Ouais, en tout cas, c'est... Ouais. Ok, ou du consultant. Laurence qui dit « J'ai du bol en Ille-et-Vilaine, je ne paye pas la CFE, ils sont plus cool ici. » Oui, c'est vrai que la CFE, donc on en a parlé tout à l'heure, la cotisation foncière des entreprises, ça dépend de la ville. On a des impôts qui sont moins courants et qui laissent passer les choses. Et par exemple, à Paris, les deux arrondissements qui nous ont plus enquiquinés dès le départ, c'est le 15e et le 18e arrondissement. C'est des centres des impôts qui sont très très rigoureux et ils nous enquiquinent tout le temps. Et on a des centres des impôts qui nous emmerdent un peu moins, comme le 20e arrondissement par exemple. Et puis il y en a qui exonèrent en fait, parce que ça dépend donc de la ville. Chaque ville peut mettre son taux, enfin en tout cas son montant, et ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y a des tranches, il y a des seuils, et ça dépend aussi de la surface. Mais en général, quand on est indépendant, qu'on bosse de chez soi ou en working, c'est des. Et on constate aussi quelque chose, c'est qu'on a des ordres des impôts qui nous disent bon, cette personne est effectivement artiste et qui coche quelque chose dans l'informatique qui fait qu'on ne reçoit plus jamais les appels de taxes de CFE. Il y en a d'autres, tous les ans on reçoit et tous les ans il faut faire la demande de dégrèvement et tous les ans on obtient la demande de dégrèvement. Ouais, donc ça dépend vraiment. Donc voilà, ça fait écho aux questions des fois dans le groupe qui disent moi j'ai reçu, j'ai pas reçu, etc. C'est pas une vérité vraie en fonction des villes et des centres de impôts. C'est que c'est pas uniforme selon les villes, selon les services. Ouais. Jessica qui dit la CFE, si on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne la paye pas à partir de janvier. C'est bien ça. En fait, c'est si tu as moins de 5 000 euros avec la réforme, hein, si je ne me trompe pas. C'est si tu as moins de 5 000 euros, voilà, tu ne la payes pas et tu ne la payes pas normalement l'année de création de ton entreprise. On la paye que la deuxième année. Voilà, donc si tu crées ton entreprise en janvier, par exemple 2020, ça veut dire qu'en 2020, tu ne la payeras pas. Si tu crées ton entreprise en décembre 2019, eh ben, ça veut dire qu'en 2020, si tu fais plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas la payer. Ouais. Voilà, Jessica dit la charge sociale en BNC en réel à la MDA s'élève à combien du coup? Ah oui, tout à l'heure, je parlais des 28%. Alors, plein de gens
se rappellent qu'historiquement, il y avait des précomptes sur les factures qui ont disparu depuis le 1er janvier 2019, je le précise, parce qu'on a un dossier, là, on vient de récupérer un dossier, depuis 2019, le mec, il continue à faire ses précomptes. Donc, il a oublié qu'il y avait... ça doit être un copain de Jessie, ça. Ça, c'est pour taquiner Jessie. Vous êtes trop mignon. Non, mais il a galéré, Jessie, au départ. J'ai galéré avec lui. Hein. Et donc, les gens, ils se rappellent que du temps où il y avait les précomptes, on avait la CSG qui maintenant fait 9,7%. On avait la formation continue qui fait 0,35% et on a comment ça s'appelle l'assurance maladie qui fait 0,40%. Et donc, ils additionnaient tout ça et on trouve 10 et quelques pourcents. Et donc, ils disaient, tiens, la maison artiste, c'est 10 et quelques pourcents. Et je dis, non, 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 parce que la maison artiste, c'est pas que ça, il y a aussi la retraite. Et la retraite, quand on était affilié à la maison artiste, on payait plus 6,90%. Donc, on arrive à peu près à 17%. Donc, quand on pose la question à plein de gens, c'est quoi le montant des cotisations sociales de la maison artiste, les gens nous disaient, ah, c'est 17%. Sauf que les 17%, ils ne sont pas calculés sur la base imposable, qui est le chiffre d'affaires moins 34%, ou sur le bénéfice chiffre d'affaires moins la dépense. Il est majoré de 15%. Pourquoi il est majoré de 15%? C'est qu'on ne peut pas payer des cotisations sociales sur un résultat qui est déjà amputé de cotisations sociales. Et comme les cotisations sociales sont d'à peu près 15%, on annule ou on neutralise le montant des cotisations sociales en majorant la base de 15%. Et donc, si on arrive à 18 fois 1,15%, c'est-à-dire que le taux effectif, déjà, il fait 20%. Et elle vient dire, oui, mais toi, tu m'as dit que c'était 28%. Sauf que les gens, ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a l'IRSEC. L'IRSEC, c'est la retraite complémentaire, qui dans le temps était un forfait de 500 €, qui après est passé à 2%, 4%, 6%, 7%, et qui en 2020 arrive à son terme final de cotisation à 8%. Et 20 plus 8, ça fait 28%. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent que les cotisations sociales de la maison artiste, ce n'est pas 10, 15, 18, 20, c'est 28% environ, mais c'est séparé sur différents trucs, et c'est des bases un peu particulières qui font qu'il ne faut pas prendre le taux qui est annoncé, mais le taux effectif. Ouais. Quand on est à l'URSSAF, alors je ne parle pas de micro-entrepreneur, on est à 22, mais celui qui est à l'URSSAF en réel, on est environ à 40%. Alors les gens ils disent, ah, il y a 12% d'écart, c'est énorme, je vais bidouiller tout pour pouvoir être à la maison des artistes. Attention, je ne suis pas anti-maison des artistes et anti-AGSA. Mais quand on a moins de cotisations sociales, on a plus de bénéfices, donc on paye plus d'impôts sur le revenu. Quand on a plus de cotisations sociales, on a moins de bénéfices, et donc on paye moins d'impôts. Et donc la relation 28-40, il ne faut pas regarder que ça, il faut regarder la relation aussi impôt plus, impôt moins, et additionner les deux. L'écart entre les deux, il est de moins de 10%. C'est-à-dire que celui qui va payer plus de charges sociales, il aura moins d'impôts. Celui qui a plus d'impôts parce qu'il paye moins de charges sociales. En final, l'addition charges sociales plus impôts, il n'y a que 10% de delta. Donc ceux qui font de la bidouille pour être à tout prix à la maison artiste et qui risquent gros s'ils sont attrapés, et qui d'ailleurs risquent de faire gros à leurs clients si leurs clients sont également attrapés, ils bidouillent pour pas grand-chose, pour 10% seulement. Je sais que c'est 10%, mais faut réfléchir si ça vaut vraiment le coup de bidouiller pour ça. Donc, si on a un conseil peut-être à donner, c'est plutôt que d'essayer de chercher à magouiller le truc le plus intéressant ou quoi, c'est déjà de s'en tenir à ce qui correspond vraiment à notre activité au plus proche pour déjà pas avoir de risque d'emmerde par la suite. Et après, de voir entre le réel ou le micro, ce qui est le plus avantageux avec ton petit simulateur et etc. pour voir ce qui est intéressant dans notre situation, mais aussi en prenant en compte l'ensemble de la situation, c'est-à-dire y compris l'impôt sur le revenu, la situation peut-être aussi, est-ce qu'on vit seul ou en couple ou à plusieurs, enfin, j'en sais rien. Après, comment notre situation de vie, voilà, notre situation de vie influe sur tout ça. Quelqu'un qui aurait, alors, par exemple, une femme qui aurait un mari qui est au chômage, qui ne gagne pas d'argent et qui aurait 5 enfants, du fait de ces abattements fiscaux par le nombre de parts et tout, et par son mari qui n'a pas de revenus, elle pourrait monter plus haut dans des seuils que quelqu'un d'autre pour que ça soit plus ou moins intéressant. Donc, mon simulateur, faut faire attention, c'est un simulateur qui n'est pas précis au centime près. Ça dit, ah, j'ai fait la simulation des cotisations sociales sur mes artistes, je ne trouve pas le même chiffre. Mais sauf que les cotisations sociales, oui, ça reste un simulateur. C'est un simulateur, donc elles sont décalées d'un an, donc on ne peut pas appliquer sur la même année les cotisations sociales de l'année d'avant par rapport à un revenu qui est différent. Donc c'est juste un simulateur, c'est fait pour apprécier une situation à un moment donné et de ne pas être tatillon sur des dizaines d'euros ou des centaines d'euros, d'accord? C'est une aide au choix, mais ça n'a pas de valeur officielle, c'est vraiment juste une aide au choix. Ouais. Et alors, autre chose aussi par rapport à ce fameux 28% contre les 40% de l'URSSAF. Donc là, je pense qu'on va avoir des suicides en chaîne ou des gens qui vont quitter la discussion. Si on pouvait éviter. Je pense que dans un monde futur assez proche, je ne vois pas pourquoi les 28% ne continueraient pas d'augmenter pour s'aligner petit à petit
sur ceux des 40% de l'URSSAF, puisqu'on est dans une période où on veut aligner tous les régimes sociaux, on veut que tout le monde paye la même chose pour avoir les mêmes prestations. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, les gens qui relèvent de l'URSSAF se font rembourser leurs soins par la CPAM, ce qu'avaient ceux de la maison d'artiste depuis une éternité. Que les gens de la maison d'artiste, ils avaient des indemnités journalières, et que les gens qui sont de l'URSSAF vont maintenant avoir des indemnités journalières. Ça veut dire qu'on va aligner tous les régimes sociaux, et je ne vois pas comment on peut aligner les régimes sociaux sans aligner les taux de cotisation sociale. Donc, à un moment donné, ce ne sera même plus par avantage social qu'on devra aller à la maison d'artiste, c'est par obligation, simplement par le texte de loi. C'est pas annoncé voilà, pour l'instant. En fonction de notre activité. C'est pas annoncé pour l'instant. Mais moi, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Ok, donc voilà. Surtout le rattachement à l'URSSAF. Le rattachement à l'URSSAF avec la maison d'artistes, la GSA, qui ne servent plus qu'à faire des contrôles a posteriori des dossiers avec des commissions qui ne servent que à ça maintenant. Ils n'ont plus d'utilité du recouvrement des cotisations sociales, ils n'ont plus d'utilité d'affiliation ou pas affiliation et tout. Ils sont là que pour gérer les problématiques de valider si la personne est artiste ou pas, ou si elle ment ou si elle ment pas. C'est des commissions. C'est des commissions maintenant. C'est pour ça d'ailleurs quand on crée son activité à la maison d'artiste, maintenant on demande de choisir la commission à laquelle on veut appartenir. C'est un onglet qui a été rajouté dans le formulaire P0 qui n'existait pas avant. Ça prouve bien que si on demande à relever de la maison d'artiste à la GSA, c'est juste dans le cadre d'appartenir à une commission. Et donc maintenant, comme on relève de l'URSSAF comme les autres, à un moment donné, URSSAF, cotisation sociale, il n'y aura plus de différence. Hein. Alors, je précise, parce que là, je vois que le temps file et qu'on a encore pas mal de commentaires à traiter. Il y avait des questions qui nous avaient été posées en amont. Je précise qu'avec Eric, on a fait un article et dans lequel on a essayé de répondre déjà à la majorité des questions qui étaient posées. Donc, ça sera en complément de ce live. Enfin, voilà, on va le publier prochainement, le finaliser, le publier prochainement. Donc, si on n'a pas répondu à toutes les questions, il y aura sûrement la réponse dans l'article qu'on a préparé. Je vais continuer. Je fais comme Schwarzenegger, I'll be back. Ouais, on fera on s'était dit quoi sur la réforme, on verra pour faire d'autres lives sur les artistes et la GSA, ouais. Ouais, on aura d'autres choses à dire. Mais là, en tout cas, pour vous aider dans le choix micro-entreprise, maison des artistes, on va essayer de faire quand même grosso modo le tour. Stéphanie dit, si l'on fait de la créa print et digital jusqu'à l'exé, il n'est pas plus simple de se mettre en micro-entrepreneur pour éviter ce double statut. Si tu fais de la créa print et digital jusqu'à l'exé, tu peux être à la maison des artistes puisque l'exé relève de ta créa. Voilà. Si par contre pourquoi tu fais de l'exé, simple puisque c'est moins cher pour l'instant, donc. En fait, du coup, ton exé n'est pas dissociable de ta créa vu que c'est la suite logique. Et donc là, ça, la maison des artistes l'autorise. Par contre, si tu fais de l'exé pur et dur, si tu fais juste de la mise en page, par exemple, de bouquins en série, tout ça, où la charte graphique est existante, là, effectivement, tu as une nécessité de double statut. Et officiellement, ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que la créa, tu n'as pas le droit de la faire en micro-entreprise si c'est de la création d'œuvres de l'esprit. Et l'exé, tu n'as pas le droit, l'exé pur qui ne relève pas de ta créa, tu n'as pas le droit de la faire à la maison des artistes. Ce qui fait que, en soi, c'est pas est-ce que c'est plus simple ou pas, c'est que normalement, dans ce cadre-là, tu dois avoir un double statut. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on doit faire le dossier annuel à la maison des artistes sur la GSA et qu'ils vérifient les clients avec qui on travaille parce qu'il y a des secteurs d'activité où ils savent que la personne n'est pas vraiment artiste. Par exemple, c'est la presse, l'édition, les architectes. Ces trois activités-là principales, quand on a des gens qui disent qu'ils sont graphistes et qui travaillent dans la presse, en réalité, c'est des maquettistes, c'est des gens qui font la mise en page de texte dans le truc. Sauf s'ils font de l'illustration de presse, par exemple, là, ça va relever de la maison d'artiste. Là, ça marche l'illustration de presse. Voilà. Mais ceux qui font de la création graphique, par exemple, quelqu'un qui crée le numéro 0 d'un magazine, c'est la création graphique originale, pas de problème. Mais sur le moment d'adapter le magazine tous les mois à partir de nouveaux textes qui arrivent, c'est de la mise à jour, mais là, ça relève carrément de la maquette. Ouais, parce que même si c'est la création, mais parce qu'en fait, ça prend le dessus, ça prend trop de place par rapport à la création d'origine. Il n'y a plus de création, c'est que de l'adaptation de la maquette. Ouais. Donc, dans l'architecture aussi, ce qu'ils recherchent, c'est qu'on a des graphistes qui, en réalité, sont des gens qui font des plans. Alors, la limite aussi, c'est si c'est des plans architecture ou si c'est des plans en volume, en 3D. Et on a des cas j'ai un cas ici de quelqu'un qui le client a été redressé par l'URSSAF, disant que la personne qui faisait la modélisation en 3D des immeubles et tout, c'était pas un graphiste qui relevait de la maison d'artiste, c'était quelqu'un qui relevait de l'URSSAF. C'est contestable, hein. Je suis d'accord, moi j'aurais contesté, mais le client ne veut pas contester. D'accord. Je poursuis avec les commentaires.
Pauline qui dit, moi, je me suis mise micro-entreprise car le précompte MDA me semblait compliqué. Et aussi, je ne savais pas, et je ne sais toujours pas, vu que j'ai toujours pas eu de client, si j'allais faire cette créa par rapport à l'exé. On est d'accord, du coup, c'est l'occasion de reparler de ce précompte. Je te laisse. Le précompte a été supprimé depuis le 1er janvier 2019 sous on va dire deux conditions. La première condition, c'est d'avoir un numéro SIRET ou sirène. Et à l'époque, il suffisait de fournir l'avis de situation sirène qu'on trouve gratuitement sur le site de l'INSEE. On le fournissait à ses clients. Et le texte de loi était très très précis, même si des clients ne voulaient pas l'accepter. Ça, au démarrage, c'était compliqué. On a encore des clients qui le refusent. Sur présentation de cet avis d'INSEE disant que j'ai un numéro SIRET, le précompte était systématiquement supprimé. Il n'y avait plus de précompte. Les gens qui n'ont pas de numéro SIRET et qui déclarent donc leurs droits d'auteur, donc ça ne concerne pas les micro-entrepreneurs, ça concerne que les gens qui sont maison artistes à AGSA, qui déclarent leurs revenus en traitement et salaire. Ça existe. Et je peux donner la liste parce que ce n'est pas courant dans les métiers qui travaillent dans la communication. Ces gens-là, comme ils n'ont pas de numéro SIRET, ils ont les précomptes obligatoires, ils ne peuvent pas en être dispensés. Ces gens-là, ça ne concerne que quelques professions. C'est les auteurs-compositeurs, les scénaristes, les écrivains, je crois qu'il n'y a que, d'accord. Parce que ces gens-là reçoivent des droits d'auteur versés directement par des sociétés et ce n'est pas eux qui émettent les factures. Donc, nous, du coup, dans facturation. Le groupe, ouais. Et donc, du coup, le groupe est très peu concerné par ces gens-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce que tu voulais dire, d'accord. Ouais. Donc, du coup, Pauline, cet argument-là qui t'a fait pencher pour la micro-entreprise, je crois que toi, ton immatriculation, elle est assez récente, n'était pas… Et depuis le 1er janvier 2020, pour ceux qui ont reçu leur courrier de la maison artiste, le fameux courrier de l'URSSAF, tu sais, qui donne le numéro de code d'accès sur la plateforme et tout, si vous regardez bien cette feuille que vous avez reçue, dans un coin, il y a une petite phrase qui dit cette fiche vaut dispense de précompte. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2020, ce n'est plus l'attestation INSEE qui vaut dispense de précompte, mais c'est cette attestation qu'on a reçue avec les codes d'accès sur la plateforme. Et c'est là où il y a eu le petit cafouillage dans le courrier où tout le monde n'a pas reçu. Il y en aura encore. D'ailleurs, j'ai un cafouillage que j'ai remarqué avant-hier. Faites attention. Alors ça, c'est pour ceux qui sont à l'AGSA, pas pour ceux qui sont à maison artiste. Si vous allez sur votre espace AGSA, vous avez encore vos échéanciers de cotisation qui apparaissent en disant vous avez le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2020. Ils apparaissent. Or, ils ne sont pas dus, mais ils ne les ont pas supprimés. Les seuls trimestres qu'il faut payer, c'est ceux qui apparaissent sur votre espace URSSAF. Ok, donc c'est bien de le préciser. Et l'année 2018, les deux derniers trimestres basés sur les revenus de l'année 2018, donc qui étaient le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2020, qui étaient deux trimestres basés sur les revenus 2018, ils sont supprimés, il ne faut pas les payer. Et les 1, 2, 3, 4 trimestres 2019 qui auraient dû être payés en 2020 et 2021, ils sont également supprimés. Donc il y a 6 mois de l'année 2018 et 12 mois de l'année 2019 qui sont années blanches, qui ne sont pas dus. Ok. Donc, à faire bien attention, même si ça apparaît dans votre espace, à ne pas en tenir compte. Ok, je poursuis avec les commentaires. Là, Stéphanie qui dit « J'ai opté pour cette fameuse ruse, commencer en micro et après basculer à la MDA. J'attends de voir mon CA sur 3 ans pour basculer à la MDA. Je démarre, je n'ai pour le moment aucune visibilité. » Alors, c'est vrai que quand on démarre, on ne sait pas exactement de quoi va être composée notre activité, parce que graphiste, étant donné que c'est large, que ça peut être autant de l'exé que de la créa, autant du développement, de la mise à jour. Enfin, quand on a en tête une activité, mais un peu floue pour nous, ça peut être aussi difficile de choisir entre être artiste-auteur ou être micro-entreprise, simplement parce qu'on ne sait pas ce qui va constituer notre activité principale. Ouais. Et sans ça, je rejoins l'idée, c'est dire que micro-entrepreneur, c'est plus adapté pour des activités ponctuelles où on ne sait pas trop où on s'en va. Et à un moment donné où l'activité devient récurrente et qu'on a l'opportunité de pouvoir être à la maison artiste, pourquoi pas l'arrêter même en cours d'année et dire maintenant je bascule maison des artistes parce que j'ai comment je veux dire, j'ai de la visibilité, j'ai de la visibilité et je sais ce que je m'en vais. Et d'ailleurs, certains, ce qu'ils peuvent faire, c'est le faire en parallèle de leur salariat. Pour lancer l'activité, ils prennent micro-entreprise et dès que le salariat est terminé parce qu'ils ont assurer leurs arrières et bien basculer directement maison des artistes s'ils ont l'opportunité de le faire. Ok, et on peut être aussi artiste-auteur en parallèle du salariat. Oui. Informer ses clients, par contre. Enfin, son employeur, pardon. Son employeur. Parce que l'employeur peut vous accuser déjà de faire ça pendant vos heures de travail, donc c'est un motif de licenciement, avant que vous vouliez vous faire licencier. Il peut vous accuser aussi de détournement de clientèle si vous n'êtes pas très malin et que vous travaillez avec vos clients de la boîte dans laquelle vous travaillez en direct pour d'autres Oui, bah ça, c'est ouais.
Ça, c'est purement oui, interdit. pas... Ou alors, il peut simplement avoir mis dans votre contrat de travail qui vous interdit d'avoir une activité extérieure. Ok. Dans ce cas-là, même la micro-entreprise. Mais sinon, en micro-entreprise, normalement, on n'est pas obligé d'avertir l'employeur. Si les contractuellement, c'est pas... Si c'est marqué dans le Je contrat crois de travail, normalement, on doit exclusivité non, à son si employeur. c'est pas écrit, si c'est pas précisé dans le contrat de travail, je crois qu'on n'a pas d'obligation légale de l'avertir en Oui, micro-entreprise. mais il faut faire attention de ne pas travailler avec ses clients et de ne pas le faire Voilà, pendant 6 heures de il travail. ne faut pas faire concurrence à son entreprise. On doit exclusivité à son employeur. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas cliqué sur le petit lien, donc je ne sais pas qui c'est, mais qui dit vraiment très éclairant, merci, avec plaisir. Morgane, ok, merci pour la réponse sur les cotisations sociales. Je suis preneuse des liens, oui, ça a l'air top, donc ça on les mettra. Jessie qui confirme, s'il n'est pas créatif. Et Jessie rajoute aussi, mais les précomptes peuvent toujours être faits. Non, normalement c'est interdit. C'est vraiment mis non, dans mais le il parle texte. peut-être techniquement, il dit peut-être que techniquement. Il va y avoir un problème parce que moi j'ai vu des cas où la maison artiste, l'URSSAF, rembourse le client qui met des précomptes et qui les reverse, et les gens renvoient les chèques en disant qu'ils n'en veulent pas. Ouais. Le client, c'est l'URSSAF qui renvoie au diffuseur en disant non, vous n'avez plus de précompte à faire, on vous rend les chèques, on vous rend le virement. Donc normalement, le texte. Et du coup, c'est au créatif de. Ouais. Après, le client il est censé les rembourser au créatif. Et oui, après, du coup, c'est un petit peu. Ça complexifie. Donc de faire encore des précomptes, c'est faire n'importe quoi. Jessica qui dit pour la CFE, merci pour la réponse. Morgane, mais du coup, quel intérêt de faire les comptes aujourd'hui? Bah non, mais du coup, faut pas les faire, à part si on est dans les compositeurs, je sais plus, les trois professions que tu as listées. Eric. Écrivain, scénariste. Voilà, donc ça ne concerne pas normalement les membres du groupe. Donc en fait, non, on ne fait plus les précomptes. Je ne sais pas quel est l'intérêt. Il n'y a pas un choix en fait à faire là-dessus. Il n'y a plus de précomptes. C'est imposé, plus de précomptes. Voilà. Pauline qui nous dit oui, je me suis matriculée en mai 2019. Donc effectivement, le précompte n'existait déjà plus et j'aurais pu me mettre à la MDA, mais mes infos n'étaient pas assez récentes, je ne savais pas. Ok, de toute façon, Pauline, si là, parce que Pauline, elle est en train de travailler son positionnement, donc elle va aussi voir son activité, à quoi elle va, quelle va être la majorité de son activité, elle pourra toujours basculer MDA si son activité relève de. Ouais, c'est son activité micro-entrepreneur et se met en assiste et c'est tout. Hein. Ok. Jessie qui dit d'accord, de toute façon, j'en fais plus, ça m'a tellement saoulé cette polémique sur les précomptes. Ok, bah, nickel. On a fait le tour dans les grandes lignes là, des questions en commentaire. Si vous en avez d'autres, c'est le moment avant qu'on termine. Je rappelle qu'on a préparé un article pour répondre. Il y avait énormément, il y a beaucoup de questions très différentes qui touchaient à des choses très complexes, qui allaient être la retraite. Je ne sais plus ce qu'on avait, mais on avait des choses très, très précises. Et on s'est dit qu'un article, ça serait plus simple en complément. De toute façon, on n'aurait pas le temps de tout traiter dans le live. Donc, je rappelle que voilà, on va publier un article sur le blog. En ce moment, c'est l'actualité. Hein. En plus. D'ailleurs, chez les experts comptables, on a fait quelque chose de très sympa. Nous, c'est plutôt que de descendre dans la rue. Aujourd'hui, chez les experts comptables, c'est la journée du désarroi. On a décidé la de journée rien faire. Ça coupe un peu. La journée du désarroi. Du désarroi. Ouais, on est triste et on fait rien aujourd'hui. Voilà. Là, tu vois, tu passes ton désarroi avec moi, en live. On trouve que c'est pas forcément illégitime de faire une réforme de cette loi, mais qu'elle n'est pas forcément bien ficelée en totalité. Mais ça sert à rien de casser la gueule à des CRS dans la rue, de détruire des choses, d'empêcher des gens d'aller au bureau le matin et de bloquer les raffineries et les sorties de bus. Donc plutôt que de faire comme plein de gens font, nous on dit aujourd'hui les avocats ils ont fait autre chose, c'est depuis toute la semaine là, ils refusent toute plaidoirie, ils vont plus en justice, ils vont plus dans les tribunaux, ils vont plus bosser, voilà. Mais ils n'emmerdent personne. C'est-à-dire que la justice n'a pas cours, mais en tout cas, ils ne bloquent pas la rue, ils ne bloquent pas tout ça. Et nous, après, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est rigolo cette journée de désarroi. Et surtout, je ne sais pas comment je dois le prendre parce que du coup, tu passes ton désarroi avec moi en live. Ouais. J'ai l'air vachement, j'ai l'air désabusé quand même. Hein. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Stéphanie qui dit avez-vous un site qui dans ton écharpe. Ouais, c'est ça. Stéphanie qui dit avez-vous un site qui regroupe les mentions légales à mettre sur devis et facture? Donc tu as ça sur Comcom, il me semble. Alors il y a Eric. Mis à jour, il faut faire attention, elle n'est pas encore mise à jour. J'attends qu'elle soit mise à jour, mais il y a une fiche qui s'appelle modèle de facture pour la maison artiste et la GSA.
alors, j'ai pas pour micro-entrepreneur, mais j'ai cette fiche avec des modèles, mais elle est plus bonne. Donc, d'ici Donc, un mois, elle va être mise à jour. ok, donc dans ce cas-là, on mettra le lien à ce moment-là. Ouais. De toute façon, on recheckera un peu les commentaires pour voir les liens qu'on peut mettre vers tes fiches, justement. On les remettra aussi dans l'article. On a parlé du simulateur, on a parlé de tes fiches. Donc voilà, on a de quoi bien compléter. Ceux qui veulent peuvent aussi faire appel à toi pour les aider enfin, soit mettre en place leur activité, soit Non, même non. après pour gérer la compta. Et sinon, ils peuvent aussi Bon, déjà, s'ils vont sur le site, il y a à peu près une centaine de fiches pratiques, il y a des vidéos, il y a la plateforme C'est moi le chef avec des ardoises qui expliquent un petit peu les choses qu'on doit faire dans une comptabilité d'un indépendant et tout. Donc, ils ont déjà beaucoup d'informations par rapport à ça. Après, effectivement, il faut qu'ils sachent que je n'ai pas l'air méchant comme ça, et qu'ils peuvent venir, et que surtout, notre règle déontologique oblige un expert comptable de recevoir une personne au moins 1 heure dans sa vie gratuitement. Donc, c'est pas parce qu'ils ont ouais, il y renforcé a un la devoir de partie. conseil. Il y a un devoir de conseil d'au moins 1 heure, 1 heure et demie, selon si on parle beaucoup ou pas. Et par exemple, Jessie peut le confirmer. Alors, je ne l'ai pas vu parce que je crois qu'il est à Lille, de mémoire, Jessie. Hein. Oui. Mais j'ai échangé avec lui pas mal pour un peu mettre dans l'ordre dans son bordel. C'était. Voilà. Et il y en a d'autres comme ça. Alors, c'est soit du temps par téléphone, soit c'est du temps par mail. Mais voilà, donc il y a Bassirou qui est à côté de moi qui les reçoit et moi aussi, ou qui les conseille. Ça fait partie de nos obligations professionnelles, c'est dans nos règles déontologiques. Et après, Donc, ça tu peux va être à l'aise avec ça. voilà. Après, ça veut voir s'ils veulent passer par nous ou pas, sachant que nous, on a une plateforme qui s'appelle C'est moi le chef, et donc tu mettras le lien, Ouais. qui est une plateforme dédiée aux indépendants, avec des formules. Alors, on dit que ça s'appelle ta compta comme au resto, parce que les gens ils choisissent la formule qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de prendre entrée, plat et dessert. Et il y a des formules, la moins chère, elle est à 250 euros par an. Ça, c'est pour les micro-entrepreneurs. Et la formule la plus chère est à 2300 balles, mais ça, c'est quelqu'un qui Et veut si une on formule est gastronomique. ouais, si C'est on du est au all réel, inclusive. ça passe dans les charges justement déductibles. Ah, c'est déductible, bien sûr, ouais. Mais la formule, alors je sais qu'il y a des gens qui vont sur les sites pour micro-entrepreneurs qui sont gratuits, mais ces sites, ils leur apportent pas de conseils, ils leur apportent juste une technologie pour faire un suivi. Nous, ils peuvent poser des questions, ils peuvent appeler, et voilà, pour 250 euros par an, c'est pas, je crois que c'est 280, non, 280 euros par an. Ça fait 25 par mois. Et puis pour la formule all inclusive, c'est effectivement c'est 2300 euros, mais ça inclut tout, y compris le dossier maison de l'artiste, y compris la déclaration d'impôt sur le revenu, et puis des rendez-vous, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est comme au restaurant, mais le self-service. Ils prennent ce qu'ils veulent dans En l'ardoise fonction de leur dans le activité, d'où menu. ils en sont dans leur développement Ouais. et ce que leur permet leur chiffre d'affaires. Et dans tous les cas, ils peuvent aussi te taguer dans le groupe, ce qu'ils font déjà. Et moi aussi, je Ouais, je réponds te régulièrement. tague régulièrement. Donc, Des fois, toi, n'hésite tu mets mon nom pour attirer mon attention en disant on attend la réponse d'Eric Hainaut. pas. Ouais, Moi, ça me voilà, sert. Ah, bah. je tag pour que tu vois, parce que je sais que tu passes pas ta vie sur le groupe, même si voilà. Mais donc du coup, je te tag et les membres peuvent le faire aussi. Voilà. Et il y a aussi la fiche. Eric a une petite fiche dans l'album des experts, puisqu'il est expert dans le groupe, où vous retrouvez aussi les liens. Si par exemple vous perdez le live en cours de route et que vous voulez retourner sur les liens d'Eric, notamment pour retrouver ses fiches ou pour aller sur sa plateforme C'est moi le chef, les liens sont, je vérifierai que je ne dis pas de bêtises, mais normalement ils sont sur ta petite fiche dans l'album des experts dans le groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, hop. Stanley qui dit cool, je suis moins dans le flou artistique. Bon, super, parce que c'était vraiment un petit challenge, cela. Il y avait beaucoup de choses. Jessie qui dit au final, il n'y avait pas tant de bordel, il se défend. Juste un mélange fiscal, social et compagnie. Et je ne savais pas. C'est ça, il a tout mélangé, ouais. Il dit, j'ai une question un peu avancée par rapport à la question du rapprochement bancaire. On fait comment? Tu aurais une fiche à ce sujet? Sur le rapprochement bancaire? Ouais. Non, j'ai pas de fiche à ce sujet. Il veut faire un rapprochement bancaire, au secours. Non, j'ai pas de fiche sur le sujet. Par contre, peut-être que dans le site C'est moi le chef, il y a une ardoise qui explique ce que c'est le rapprochement bancaire. Ouais. Parce que souvent, le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme produit, mais aujourd'hui, les robots comptables, ce qu'on appelle les robots comptables comme C'est moi le chef, le rapprochement de banque, il est automatisé parce que la banque se déverse automatiquement dans le logiciel et qu'il suffit de pointer en disant ça, c'est la banque et ça, c'est ma compta. Il fait le recoupement et du coup, il n'y a plus de rapprochement de banque à faire.
Alors, c'est sûr que lui, s'il fait ça à la mano sur un cahier, le fisc exige de lui qu'il pointe sa banque et sa compta pour qu'il n'y ait pas de somme qui soit oubliée ni en recettes ni en dépenses. C'est ça le principe du rapprochement bancaire. C'est qu'il faut qu'au 31 décembre, le solde de son relevé de banque soit justifié par rapport au solde de la banque dans sa comptabilité. Donc, du coup, Jessie, si tu utilises un logiciel, il y a de fortes chances que tu aies une option pour le faire déjà. Et sinon, il faut que tu le fasses à la main. En gros, c'est ça. Et que tu reprennes tous tes relevés. Il y a OK, on fournit après, quoi, si du Jessie coup, est en réel, si Jessie est en réel, ouais, je crois qu'il est en réel. Il ne faut pas qu'il oublie d'adhérer à une association de gestion agréée, sinon il va Mais avoir justement, 25% de majoration sur ses revenus. Justement, il y est et il dit OK, on fournit quoi, du coup, l'AGA? Attends, et donc du coup, l'AGA, elle fait des formations régulièrement sur comment tenir sa comptabilité, comment faire ça 2035. Donc, il peut poser des questions par rapport à ça. Alors, à l'AGA, ça va être très simple. Il devra fournir sa alias fiscale, mais de façon dématérialisée, et envoyer ce qu'on appelle le fichier FEC. C'est le fichier de la comptabilité, c'est obligatoire maintenant, et la copie de ses déclarations de TVA dans l'année. Et il a un questionnaire à remplir en plus, où ce questionnaire est carrément un questionnaire comme s'il avait un contrôle fiscal, où il renseigne son contrôle de TVA, il renseigne le détail de certaines dépenses, il renseigne justement son rapprochement bancaire pour justifier qu'il n'a pas oublié des recettes et des dépenses, et après son association de gestion agréée va analyser tout ça. Ok. Bah, j'espère que c'est plus clair pour toi, Jessie. C'est plus clair pour tout le monde. On va rendre l'antenne, comme ils disent dans les médias. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Bonne journée à tous et à bientôt.